se retrouve aujourd'hui pour parler du gaspillage alimentaire, combien ça représente, à quelle étape ça arrive, pourquoi, et surtout comment le réduire. Alors, la réduction du gaspillage, ça répond à un triple enjeu. D'abord éthique et social. Voilà, jeter de la nourriture, c'est d'autant plus inacceptable quand on sait qu'il y a 700 millions de personnes qui souffraient de la faim en 2019 dans le monde. C'est pas qu'une problématique mondiale. En France aussi, il y a des millions de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire et on estime qu'une personne sur 10 a du mal à se nourrir. Voilà, on cherche aussi à répondre à la question de comment on va nourrir le monde en 2050, puisque la population mondiale va augmenter et que nos ressources, les ressources sont finies. Donc c'est une problématique majeure. Deuxièmement, enjeu environnemental. Voilà, pour produire des aliments, il faut de l'énergie, des ressources naturelles, notamment de l'eau. Et du coup, produire ces aliments pour les jeter ensuite, c'est donc un gaspillage de ressources naturelles. Et dès qu'on réduira le gaspillage, ça permettra de réduire la pression sur les terres cultivables, sur l'eau, sur la biodiversité et sur aussi les systèmes de gestion de déchets. Et aussi, toute cette production d'aliments, ça génère des gaz à effet de serre. Et au niveau mondial, on estime que les aliments non consommés, ça représente 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'en gros, si les déchets alimentaires représentaient un pays, ce serait le 3e plus grand émetteur de gaz à effet de serre, derrière la Chine et les États-Unis. Donc c'est pas rien, et en France, ça représente 3% des émissions nationales. Voilà. Ensuite, enjeu économique, évidemment, gaspiller des aliments, c'est gaspiller de l'argent. Et c'est pas anodin, ça représente entre 12 et 20 milliards d'euros par an en France. Et si on remet ça au niveau des ménages, c'est l'équivalent de 159 euros par personne. Voilà, donc c'est toujours bon à prendre. Et c'est également des déchets qui pourraient être évités et donc qu'on n'aurait pas à retraiter derrière. Et ça, du coup, ça diminuerait le coût de traitement de ces déchets. Voilà pour le cadre. Alors face à cette problématique, l'ensemble du monde se mobilise, et c'est une bonne chose. L'Organisation des Nations Unies a lancé depuis 2020 une journée internationale de sensibilisation aux pertes et au gaspillage de nourriture. Voilà, pour rappeler que la lutte contre le gaspillage, ça constitue un levier pour assurer la sécurité alimentaire de tous, et en particulier des plus vulnérables. Donc voilà, ça se passe le 29 septembre, et en 2021, du coup, c'était la 2e. Voilà, ça s'inscrit également dans 3 des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Ces 17 objectifs qui veulent transformer notre monde. Donc l'objectif de développement durable numéro 2, qui est d'éliminer la faim, d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de promouvoir une agriculture durable. L'ODD numéro 12, d'établir des modes de consommation et de production durables. Et puis l'ODD numéro 13, prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Voilà, en France, on est apparemment pionnier dans le domaine, avec une première loi sur le sujet en 2016, et depuis, des nouvelles mesures ont été prises en 2018 avec la loi Egalim. C'était la loi issue des États généraux de l'alimentation, en gros la loi agriculture et alimentation. Et depuis 2020, la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l'économie circulaire. Voilà, alors là on parle le champ est plus large que le simple gaspillage alimentaire. Ça tend aussi à lutter contre le plastique jetable, l'obsolescence programmée, etc. Mais donc l'objectif de cette loi, c'est de réduire le gaspillage alimentaire de 50% par rapport à notre niveau de 2015 d'ici 2025 ou 2030 selon les domaines. Par exemple, la distribution ou la production ont un peu moins de temps que la transformation, la restauration commerciale qui ont jusqu'à 2030. En septembre 2021, le 3e pacte de lutte contre le gaspillage a été lancé avec 60 partenaires signataires. Et donc ces 60 partenaires collaborent pour trouver des solutions, par exemple Too Good To Go qui travaille sur les dates de consommation, la plateforme Solidarité Association qui essaye de faciliter les dons de produits alimentaires aux associations caritatives, et puis la création du label Anti-Gaspi pour valoriser et accompagner toutes les initiatives vertueuses.
Donc là, vous avez un exemple sympa de communication du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation qui utilise les héros de contes pour enfants. Donc par exemple, Petit Poucet a compris combien le pain était précieux. Voilà, imprimé sur des cartes postales qui sont téléchargeables sur le site internet. Donc on vous propose de faire une fresque du gaspillage alimentaire, alors qui est tirée de l'ADEME, l'Agence de transition écologique, pour bien voir les différentes étapes et les raisons des pertes. Alors du coup, on va essayer de la faire en live. Donc là, vous avez 2, 4, 6, 7 cartes qui correspondent aux étapes de la chaîne alimentaire. Donc il faut les remettre dans l'ordre. Donc je vous laisse 30 secondes voilà, pour ranger les cartes dans l'ordre. Donc vous avez le transport-stockage, la consommation à la maison, la transformation, l'agriculture, consommation à la cantine, la pêche et la distribution. Voilà, donc pour l'ordre, on a l'agriculture et la pêche qui correspondent au T0. Ensuite, la transformation, ensuite le stockage. Alors parfois, il y a des étapes de stockage et de transport entre l'agriculture, par exemple, et la transformation. Mais globalement, il y a plus de transport après. La distribution, et ensuite, soit on consomme les aliments à la maison, soit à la cantine, puisque là, on le faisait pour les enfants du cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2. Évidemment, on peut aussi consommer au restaurant. Voilà pour les étapes. Ensuite, on voit les causes des pertes. Alors là, on va voir chaque carte de façon une par une. Et du coup, je vous laisserai voir où vous placez cette carte au sein des différentes étapes. Alors, première carte, les restes de repas non utilisés, mauvaise conservation, manque d'idées, aliments jugés non précieux. Donc cette carte-là, on va la mettre au niveau de la consommation, plutôt à la maison. Voilà, manque d'idées, mauvaise conservation quand on oublie quelque chose dans le frigo, ou quand des grands adolescents ont mangé quelque chose et puis ont laissé le truc dans le frigo et personne ne touche aux différentes choses. Deuxième carte, reste d'assiette, repas non apprécié, quantité servie trop importante, pas assez de temps, aliments jugés non précieux. Cette fois-ci, c'est plutôt une carte pour au niveau de la cantine. Parfois, les enfants n'ont pas assez de temps pour manger, des quantités servies trop importantes par rapport à leur appétit ou à leur goût. Troisième carte, poissons non désirés qui sont rejetés, abîmés ou morts. Donc là, évidemment, c'est la pêche. Effectivement, quand les bateaux prennent dans leur filet soit des poissons qui sont trop petits par rapport à la taille réglementaire, soit des poissons avec des espèces qui ne se vendent pas trop parce que ce n'est pas forcément les espèces que les consommateurs achètent, ils sont rejetés et là, du coup, ils peuvent être endommagés. Quatrième carte, fruits et légumes abîmés, trop petits, peu présentables. Donc ça, c'est au niveau de l'étape de l'agriculture. Au niveau de la récolte, quand il y a des légumes, soit ce qu'on appelle les légumes moches ou différents, qui ne répondent pas au cahier des charges, soit des légumes trop petits, voilà, ils peuvent rester au champ, on en parlera plus tard. Fruits et légumes perdus au champ, météo, maladie ou à la récolte. Là aussi, facile, c'est au niveau de l'agriculture. Des pertes non voulues. Carte numéro 12, la casse, soit des produits abîmés, mal étiquetés, rupture de la chaîne du froid. Donc cette carte-là, elle est soit au niveau du transport-stockage, quand il y a des palettes qui peuvent tomber par exemple, rupture de la chaîne du froid, qui oblige à jeter toute la production, pas toute la cargaison, ou alors des produits mal étiquetés au niveau de la fabrication qui ne peuvent pas être vendus. Carte 11, problème au cours de la fabrication ou de l'emballage des produits.
Là, on est au niveau de l'étape de transformation dans les usines. Carte numéro 14, invendus. Les produits non achetés dans les magasins, soit pas parce qu'ils ont un mauvais aspect, soit parce que la date de péremption est proche. On est à l'étape de distribution. Voilà, quand 1 ou 2 jours avant la date, on se dit qu'en tant que consommateur, on ne va pas l'acheter parce qu'on n'aura pas le temps de le consommer. Ou quand les produits ont un mauvais aspect, on n'a pas tellement envie de les acheter. Carte numéro 13, produits abîmés par les manipulations des chefs de rayon et des clients. Là, c'est aussi en magasin. Carte numéro 16, produits périmés ou qui n'ont plus un bel aspect. Mauvaise gestion des achats et des stocks. Là, ça concerne la consommation. Alors, plutôt à la maison. Ça peut être à la limite à la cantine, mais souvent la gestion des stocks est plutôt bien faite. Et en tant que consommateur, on peut oublier des choses dans nos placards quand on en a trop à gérer. Et carte numéro 15, partie des aliments jetés mais qui sont comestibles s'ils sont biologiques, les fans et la peau. Ça, c'est aussi une carte consommation, plutôt à la maison. On ne va pas encore demander à la cantine de cuisiner les fans, ça va être peut-être un peu compliqué. Voilà, alors du coup, vous avez l'ensemble des différentes causes en face, juste au-dessus des étapes. Et alors maintenant, il va falloir mettre des chiffres au niveau des étapes. Donc vous avez 4 chiffres, 32, 33, 21 et 14. Sachant que, alors on va vous remettre peut-être la carte la slide d'avant pour remettre les étapes. Il va y avoir les étapes de transformation et de stockage où là il n'y aura qu'un seul chiffre. Donc vous avez un chiffre à mettre pour la production, un chiffre à mettre pour la transformation, transport, un chiffre pour la distribution et un chiffre pour la consommation. Donc 32, 21, 33, 14. On vous laisse un tout petit peu de temps. N'hésitez pas à mettre pause sur votre vidéo. Et alors, voici les chiffres. Production, 32%. Les pertes au niveau de la transformation et du stockage, ça représente 21%. Les plus petites pertes sont enregistrées au niveau de la distribution. Et les plus grosses pertes, presque à l'équivalent de la production, c'est à la consommation. Voilà, et alors on avait aussi des petits gestes anti-gaspi pour les enfants. Donc chacun peut agir à son échelle. Et il fallait aussi qu'ils les remettent au niveau des différentes étapes. Savoir que les aliments sont précieux, ce sont des ressources, eau, énergie et du travail. Donc là, c'est valable pour l'ensemble de la chaîne alimentaire. Glaner des fruits et légumes dans les champs avec l'autorisation des producteurs au niveau de l'agriculture. Ne pas toucher les fruits et légumes dans les magasins au niveau de la distribution. Manger des fruits et légumes moches, plutôt au niveau de l'achat, au niveau de la distribution. Si les consommateurs sont preneurs de ces fruits et légumes, ils pourront être distribués. Demander des quantités adaptées à son appétit et à ses goûts, petite, normale ou grosse assiette, et se resservir si besoin, plutôt. Donc ça c'est à la consommation, et ça peut être valable à la cantine ou à la maison. Et prendre un seul morceau de pain à la fois, pareil, à la cantine ou à la maison. C'est la dernière étape. Alors les grands messages à retenir pour au niveau de cette fresque, donc c'est qu'il y a du gaspillage à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Voilà, on est tous concernés. En revanche, les plus grosses pertes, c'est surtout par les consommateurs finaux et à la production. Et le problème, c'est que la valeur des aliments augmente au fur et à mesure de la chaîne, puisque à la fin de la chaîne, les aliments, ils auront été produits, transportés, fabriqués, distribués, cuisinés. Et donc, quand on jette en fin de chaîne, ça a encore plus d'impact qu'au début de la chaîne, d'où l'importance de l'autodiagnostic, qui est une première prise de conscience en tant que consommateur, savoir ce que je perds, ce que je jette pour essayer de limiter. Les aliments sont précieux,
ça nécessite des ressources. Voilà, et ça c'est quelque chose qu'on redit à chaque fois aux enfants, et quelque chose qui va avoir de la valeur pour les enfants, vont être moins jetés. Respecter, enfin, moins gaspiller, c'est aussi respecter les autres habitants de la Terre. Tout le monde a droit à à manger en quantité. Et il y a des actions possibles qui sont possibles pour les adultes et pour les enfants. Et juste avoir une petite note sur le gaspillage ingéré. Voilà, évidemment, il faut essayer de réduire les gaspillages. Et en même temps, il faut aussi apprendre à nos enfants à écouter leur appétit et leur satiété. Et donc à s'arrêter de manger quand ils ont plus faim. Et donc, d'où l'importance d'être servi en fonction de son appétit et de ses goûts, pour pas devoir finir son assiette à tout prix et ne plus en pouvoir. Voilà, au niveau de la définition, peut-être que ça vous a surpris de voir qu'on considérait les pertes liées à des intempéries, par exemple au niveau des récoltes, comme du gaspillage. Donc voici un peu le périmètre qui permettent de mesurer et de suivre le gaspillage alimentaire. Vous imaginez bien que c'est des chiffres qui ne sont pas forcément évidents à obtenir au niveau mondial, et donc et que parfois certaines méthodes ne comptent pas de la même façon. Alors le gaspillage, c'est les pertes alimentaires et les déchets alimentaires. Les pertes, du coup, c'est plutôt au stade de production, juste après la récolte, et de transformation et de distribution. Et les déchets, c'est des aliments qui sont propres à la consommation, mais pour le coup qui ont été mis au rebut, généralement au niveau des détaillants et des consommateurs. Et là-dedans, on a des déchets inévitables, c'est-à-dire les os, les coquilles d'œufs, les écorces d'ananas, des peaux de banane, voilà, des choses qu'on ne va pas s'amuser à... même si on veut réduire les gaspillages, on ne va pas commencer à les manger. Des déchets potentiellement évitables, c'est-à-dire des aliments ou des boissons que certaines personnes mangent et d'autres non, c'est-à-dire les croûtes de pain, par exemple, chez nos enfants, la peau des fruits, ou alors qui pourraient être mangés si c'était préparé autrement, c'est-à-dire des épluchures de légumes, des fans de radis, par exemple. Et on a les déchets évitables, c'est-à-dire voilà, une nourriture qui était mangeable, mais qui a été jetée. Donc ça va être les restes de repas, les tranches de pain, les fruits, la viande, tout ce qui était abîmé et qui finit à la poubelle alors qu'ils étaient consommables. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur le gaspillage, on va faire un quiz. Si vous n'avez pas vu des autres vidéos, donc ça se fait sur le site kahoot.it. Donc vous tapez sur votre téléphone ou votre ordinateur KAH2OT.it, et sinon le lien sera aussi dans les commentaires de la vidéo YouTube, et vous allez pouvoir rentrer vous allez pouvoir voir les questions qui vont apparaître à l'écran, et vous, si vous voulez, vous pouvez aussi jouer sur votre téléphone. Donc on vous laisse un petit peu de temps. Vous n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Donc on commence avec la première question. Alors, quel pourcentage de la production alimentaire mondiale est gaspillé chaque année? Donc c'était 33%, réponse bleue. Un tiers de la production que la Terre peut produire est gaspillée chaque année. C'est-à-dire que l'ensemble de la production agricole mondiale, ça pourrait nourrir 12 milliards de personnes, c'est-à-dire pour l'instant, en 2017, c'était 1,6 fois la population mondiale. Et donc c'est énorme, sachant que on sait qu'il y a 700 millions de personnes qui souffrent de la faim encore. Et contrairement à une idée reçue, on gaspille dans tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu.
les pertes des pays du Nord vont être égales aux pays du Sud. Pour le coup, ce ne sera pas forcément les mêmes étapes. Dans les pays du Sud, il y a un peu plus de pertes au niveau de la production en raison des ravageurs, de certaines pratiques agricoles qui peuvent être inadaptées ou des manipulations après la récolte, des opérations de stockage. Voilà. Ensuite, deuxième question. À quelle étape de la chaîne alimentaire y a-t-il le plus de gaspillage? Réponse rouge, la production. Bleu, la distribution. Orange, la transformation, les transports. Vert, la consommation. Donc là, on l'a vu ensemble. C'est juste pour bien être sûr que c'est OK. Donc c'est bien la consommation. Troisième question. Combien de baignoires d'eau faut-il pour produire 1 kg de pommes? Donc là, ça fait référence aux mesures de l'empreinte eau des produits qui calculent l'eau virtuelle nécessaire pour produire un produit. 2,5, 4,5, 3 ou 6. Donc c'était 4,5 baignoires. Et là, on parle de toute de l'eau de pluie, mais aussi l'eau nécessaire à tous les process de transport, etc. Question 4. Combien de baignoires d'eau faut-il cette fois-ci pour produire 1 kg de bœuf? 65, 103, 87, 118. « 103 baignoires. Donc on savait que effectivement produire de la viande, ça nécessite plus d'énergie et plus d'eau aussi, sachant que là dans le bœuf, c'est évidemment variable un peu selon les modes de production, et que pour une vache nourrie avec de l'herbe, l'eau de pluie, ça représente une majorité de cette empreinte eau, mais ça signifie quand même qu'il faut des ressources pour avoir notre viande. Question 5. Quel est le pourcentage estimé de fruits et légumes laissés dans les champs à chaque récolte? Réponse rouge 2%, réponse bleue 5%, orange 10%, vert 15%. Donc c'est 10%. Donc c'est soit par impossibilité technique, c'est-à-dire que par exemple avec des grosses pluies, les tracteurs qui ne peuvent plus rentrer dans les champs, soit parce que ces fruits et légumes ne respectent pas les cahiers des charges de la réglementation et des distributeurs. Effectivement, les cahiers des charges de l'Europe sont hyper précis. Donc en plus, il faut que le produit soit sain, intact, propre et exempt de parasites. Mais pas seulement. Il y a par exemple des poids minimums à respecter. Des défauts de l'épiderme qui ne doivent pas dépasser 4 cm de long pour les défauts de forme allongée, ou encore une surface totale de 2,5 cm² pour les autres défauts. Voilà, alors que ça n'a pas grand-chose à voir avec la valeur nutritionnelle ou le goût du produit. Voilà, et donc ça c'est pour il y a des cahiers des charges hyper précis pour les fruits et légumes très populaires, qui sont les plus vendus. Il y a un assouplissement pour certains légumes, mais voilà. Alors pour ces cahiers des charges, pour ces produits qui ne respectent pas les cahiers des charges, ils peuvent finir dans l'industrie pour faire des compotes ou des plats préparés, mais dans ce cas, souvent le coût de la récolte est supérieur au prix de vente, et du coup c'est pas forcément rentable de récolter. C'est pour ça qu'ils peuvent être laissés dans les champs. Voilà. Alors de plus en plus, il y a des initiatives qui essayent de valoriser ces fruits et légumes moches, des soupes, des disco-soupes, du glanage, des épiceries anti-gaspi. Voilà. Donc ça va bien, mais ça va dans le bon sens. Question 6. Les fruits et légumes hors calibre ont le même goût que les autres? Vrai ou faux? Voilà, donc c'est vrai, effectivement. Et c'est le passage qu'on fait passer aux maternelles pendant les ateliers. On les appelle les fruits et légumes un peu différents plutôt que moches, parce qu'on montre un peu des formes et des rigolotes de légumes non calibrés.
Et voilà, on leur dit que ça représente la vraie nature, les vrais légumes, ils ne sont pas forcément ronds et parfaits. Question 7. Depuis les lois anti-gaspillage, vous pouvez glaner librement dans les champs les végétaux non ramassés par le producteur. Donc c'est faux. Il faut demander l'autorisation du propriétaire de la récolte pour récupérer ces végétaux qui ne sont pas ramassés. Et ce n'est autorisé que du lever au coucher du soleil. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a une association Solal qui a des modèles de convention qui encadrent les opérations de glanage entre les producteurs, et du coup il y a des associations locales qui permettent à ce que ces produits soient destinés spécifiquement à l'aide alimentaire ou à la lutte contre le gaspillage. Solal, intéressante. Question 8. En Europe, un camion sur 3 transporte de la nourriture. Vrai, faux. C'est vrai. Donc voilà, ça représente une quantité de transport impressionnante. Question 9. Il est interdit pour les distributeurs de détruire des denrées encore consommables. Vrai ou faux? C'est vrai. Donc effectivement, ça pouvait se pratiquer avant, mais depuis 2016, la loi Garot, c'est interdit pour les distributeurs, et ça a même été étendu aux industries agroalimentaires, aux distributeurs, à la restauration collective, et les sanctions vont être renforcées avec la dernière loi anti-gaspi. Voilà. Et les distributeurs aussi, tous ces les industries agroalimentaires, la restauration collective, à partir d'un certain seuil, donc il faut déjà que ce soit des grosses industries ou des gros distributeurs, ils doivent proposer une convention de don avec une association d'aide alimentaire. Question 10. Vous allez voir du coup 4 actions de lutte contre le gaspillage alimentaire qui s'affichent. Il faut les classer par ordre de priorité. Alors, et vous avez 2 solutions. Donc soit la A, valorisation dans l'alimentation animale, B, utilisation des invendus par le don ou la transformation, C, utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, la méthanisation, et D, prévention du gaspillage. Donc, en priorité, d'abord prévenir le gaspillage, 2, utiliser les invendus par le don ou la transformation, 3, les valoriser dans l'alimentation animale, et en dernier recours, compost ou méthanisation. Et donc c'est bien depuis 2016 la loi Garot qui introduit cette hiérarchisation des actions. Question 11. Sur les 79 kg de déchets alimentaires jetés par un Français par an, quelle est la part des déchets évitables ? « 10, 15, 20, 25%. C'est 25%. Et effectivement, c'est 20 kg de nourriture gaspillée qui peut être évitée, c'est-à-dire il y a 13 kg de restes de repas, des légumes, des fruits abîmés, du pain, et 7 kg de denrées qui ne sont même pas encore déballées. Question 12. Où gaspille-t-on le plus ? Donc là, on parle de convives et de repas, par repas. À la maison, bleu dans les cantines scolaires, orange dans les établissements de santé, D dans les restaurants d'entreprise. Donc c'est effectivement dans les hôpitaux. Alors on verra tout à l'heure les chiffres de la restauration collective. Dernière question. Quelle est la catégorie d'aliments la plus gaspillée à la maison ? Rouge, légumes, bleu, pain, orange, viande, vert, fruits. Ce sont les légumes qui sont les plus gaspillés, donc avec 21%. Ensuite, 13% c'est le pain et les fruits aussi, 13%. 13% les produits laitiers. Ensuite, le lait, les viandes. Voilà, et donc les légumes finissent à la poubelle.
c'est aussi à la cantine ce qui est le plus gaspillé. Voilà un petit peu, donc j'espère que ça vous a apporté quelques petites informations. Et du coup, on va continuer en parlant de la restauration collective, parce qu'on on parle beaucoup de gaspillage à la cantine, et on voulait vous en parler. Alors, gaspillage et restauration collective. Donc la restauration collective, c'est tout ce qui est scolaire et les écoles et l'université, le médico-social avec les hôpitaux, les maisons de retraite et même les prisons, et les restaurants d'entreprise et de l'administration. Donc c'est la restauration qui, à la différence de la restauration commerciale, voilà, ça a un caractère social, c'est-à-dire que le mangeur paye son repas, pas au coût réel, mais à un prix plus faible, et la différence est prise en charge soit par la collectivité, par l'employeur ou autre. Donc on gaspille 4 fois plus en restauration collective qu'au foyer. Voilà, donc en moyenne 120 grammes par convive et par repas. Et si on regarde un peu plus dans le détail, donc et on l'a vu, c'est dans les hôpitaux et les EHPAD qu'il y a le plus de gaspillage. Alors là, bon, on est aussi sur une population forcément un peu différente, c'est pas le grand public, donc c'est des personnes malades ou âgées, donc il y a aussi d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Ensuite, c'est au niveau du scolaire, 110 grammes en moyenne, et enfin dans les restaurants d'entreprise. Et au sein de la restauration scolaire, plus on est âgé, plus on gaspille. Donc au lycée, c'est 150 grammes en moyenne, au collège 135 et en primaire 70 grammes. Alors ça, en cause, il y a plusieurs raisons. C'est plus difficile d'estimer le nombre de repas servis pour les plus grands. Il y a plus de propositions de choix aussi, et du coup, peut-être un peu plus de gaspillage. Des collégiens qui sont plus difficiles, qui font plus de zapping alimentaire, qui peut-être trouvent moins d'intérêt à l'alimentation par rapport aux discussions de leurs copains. Voilà. Et donc, en moyenne, un établissement scolaire jette 44 kg de nourriture par repas. Alors là, c'est tous les âges confondus, et puis toutes les tailles d'établissements confondus. Évidemment, une école plus petite va moins gâcher, mais ça représente une certaine quantité. En revanche, la restauration hors foyer, donc tout ce qui est hors domicile, ça ne concerne que 15% des repas, et donc la majorité des repas étant pris à la maison, ça reste quand même, la problématique majeure reste au foyer. Ça représente à peu près 60% par rapport à 40% de la restauration hors foyer. Voilà, donc il n'empêche, il y a des choses à faire au niveau de la restauration collective, et ça bouge, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour diminuer le gaspillage. Alors dans les cantines, il y a eu effectivement beaucoup de médiatisation du gaspillage, et donc du coup, beaucoup de choses sont mises en place pour diminuer ça. Les cantines maintenant sont obligées de suivre leurs pertes, voilà, donc c'est une bonne chose. Et en même temps, du coup, c'est juste pour remettre dans le contexte, c'est aussi des obligations qui s'ajoutent aux différentes obligations, c'est-à-dire d'abord l'hygiène, il faut fournir des repas dans des conditions d'hygiène drastiques, il faut respecter des grammages et des fréquences avec des critères nutritionnels très stricts, et tout en gardant des prix bas. Voilà, plus les contraintes pratico-pratiques qui parfois ne permettent pas de cuisiner sur place. Du coup, il y a des repas qui vont être transportés chauds à partir d'une cuisine centrale, ou bien cuisinés à l'avance dans une cuisine centrale, parfois jusqu'à 3 jours avant, et après, ils sont réchauffés sur place. Du coup, bon, il y a beaucoup de contraintes qui peuvent expliquer qu'il y a du gaspillage. En revanche, c'est pas forcément, je ne veux pas ici justifier et excuser ce qui se passe. Voilà, et aussi, donc il est toujours possible de faire meilleur et plus durable. Et comme toujours, c'est une volonté politique. Et nous aussi, en tant que citoyens, on peut faire évoluer les choses, et on va le voir. Et alors, juste une remarque sur les actions anti-gaspi qu'il peut y avoir à la cantine. Il y a parfois, du coup, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des écoles qui ne vont commander certains jours que steak frites et mousse au chocolat, parce que du coup, ils savent qu'il n'y aura pas de gaspillage, alors que s'ils commandent des carottes râpées, elles vont être jetées. S'ils servent des légumes secs, ils vont être jetés. Et donc, comme ils sont assez contrôlés sur les pertes, ça peut avoir cet effet un peu contre-productif. Voilà, il n'empêche que nous, de notre côté, on essaye d'accompagner les élèves pour qu'ils mangent plus ce qui leur est proposé le midi, avec toujours comme leitmotiv, plus on connaît, plus on a envie de goûter. Et c'est pour ça que toutes les actions au niveau des ateliers,
ont pour but de faire connaître les aliments, et aussi les menus illustrés et racontés qui peuvent être mis en place dans les écoles. Ça participe à cette familiarisation, c'est-à-dire que on met des petites images des aliments, des ingrédients sources pour à côté d'un titre, et parfois, voilà, salade composée pour un enfant, ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, s'il sait qu'il y aura des tomates, des haricots verts et des carottes dans son assiette, il va le savoir. Et puis après, on explique aussi toujours un petit ingrédient pour mieux connaître les aliments, et de cette façon-là aussi augmenter la valeur des aliments, puisque c'est un peu ça le but, c'est d'augmenter la valeur perçue, puisque quand quelque chose a de la valeur pour nous, on ne va pas s'amuser à le jeter. Voilà. Et voici les défis qu'on propose à la cantine dans les écoles sur le mois de novembre. Et ça se fait évidemment en fonction des possibilités pratiques de chaque école. Mais donc n'hésitez pas à en parler à votre enfant s'il vous parle de ça. Donc en premier, ça va être écouter son appétit et demander des portions adaptées. Voilà, s'il a la possibilité, parce qu'il n'a pas très faim ou parce qu'il n'aime pas, de demander une petite portion, déjà, ça va aller mieux. Après, certains personnels de cantine vont distribuer des bons zéro gâchis aux enfants qui auront soit fini leur assiette, soit au moins fait un effort pour goûter à tout, puisque généralement les personnes qui surveillent la cantine connaissent les enfants, connaissent les petits mangeurs, ceux qui ne mangent pas beaucoup et qui goûtent pas grand-chose. Donc cette petite carotte d'avoir un petit bon marche. Et après, trier les déchets pour pouvoir les composter, pour faire encore cette différence végétale-animale et préparer les composts qu'ils peuvent avoir sur site. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que parents aussi à la cantine? Parce que même si on n'est pas présent, en tant que parent, on peut jouer un rôle. Donc voici quelques idées de choses que vous pouvez faire. Alors déjà, habituez vos enfants à goûter à tout. Et ça, c'est toujours une question d'une persévérance. Et puis, aussi le leitmotiv, plus on goûte, plus on aime. Et donc ça, une fois qu'ils le savent, voilà, ils essayent de goûter. Et c'est pas grave s'ils n'aiment pas encore cette fois-ci, pas de souci. Lire les menus illustrés et racontés si jamais c'est fait dans votre école. Ensuite, ne pas essayer de tirer les prix vers le bas, parce que du coup, ça c'est toujours une question de... On veut de la qualité et en même temps, on ne veut pas payer cher. Et c'est pas forcément compatible. En revanche, ce qui est compatible pour baisser les prix ou pour au moins avoir de la qualité au même prix, plus de qualité au même prix, c'est du coup d'accepter les repas végétariens, puisque quand on diminue les produits carnés qui sont des produits chers, ça diminue le prix des repas et on peut du coup, cette fois-ci, mettre plus de prix dans des aliments plus qualitatifs. En revanche, ne pas essayer de vérifier ce qui est servi pendant les repas végétariens pour éviter d'avoir aussi des produits ultra transformés. Parce que nous, on est évidemment à 100% pour cette nouvelle mesure du repas végétarien hebdomadaire, parce que ça confirme le fait qu'on n'est pas obligé de manger de la viande ou du poisson à tous les repas, et qu'on peut tout à fait manger équilibré végétarien. Le problème, c'est qu'il y a un certain manque de savoir-faire culinaire des produits végétaux chez les cuisiniers, qu'ils ont peur aussi de servir des légumes secs, parce qu'ils remarquent que les enfants ne les mangent pas, et donc il peut y avoir plus de gâchis. Et donc, on se retrouve régulièrement avec des produits végétariens ultra transformés, des steaks végétaux, des nuggets végétaux ou au fromage, ou alors tout simplement des cuisiniers qui ne servent que des omelettes. Alors, ce qui est sur un plan environnemental, c'est un meilleur bilan carbone que la viande rouge, mais c'est pas forcément c'est pas du végétal, et ça ne participe pas à l'éducation alimentaire de nos enfants, puisque voilà, la collectivité a aussi, la restauration collective a aussi son rôle d'éduquer nos enfants à découvrir des nouveaux aliments. Voilà. En tant que parent d'élève, on peut faire bouger les choses, soit en se mettant dans les commissions menus, soit en interpellant aussi la société de restauration ou la collectivité. Et il y a un site intéressant, unplusbio.org, qui donne des clés d'action pour faire évoluer les cantines vers plus de bio et de local pour les citoyens comme pour les collectivités.
Alors maintenant, donc, on a vu qu'on était les plus grands gaspilleurs en tant que mangeurs final et que les choses pouvaient évoluer avec la cantine. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Alors, on vous propose des solutions concrètes anti-gaspi. Alors, peut-être que certaines solutions vont vous sembler basiques. J'espère que vous en trouverez certaines utiles pour vous. Et évidemment, elles sont à adapter à votre propre situation. Alors, on va voir au niveau des différentes étapes. La première étape, c'est au niveau de l'achat. Alors, beaucoup de sites, donc là on a trouvé ça sur l'ADEME, beaucoup de sites préconisent de planifier ses menus à l'avance pour n'acheter que ce dont on a besoin pour la semaine ou pour la période. Alors, en fait, il faut juste trouver la planification qui vous convient. C'est une des modes de gestion possible, mais ça ne convient pas forcément à tout le monde. Personnellement, moi, j'arrive pas trop, avant de voir ce qu'il y a comme aliments frais disponibles, soit au marché ou sur le site internet de circuit court, mais les choses. Et puis finalement, je me suis rendu compte que pour moi, mais c'est très personnel, ça me demandait moins d'énergie et de temps de faire des plus petits pleins que d'essayer de rentabiliser mes courses en essayant de passer, en passant du temps à essayer de rien oublier pour, je sais pas, faire le plein du mois à venir. Voilà. Alors évidemment, on ne peut pas aller faire ses courses tous les jours, comme les personnes âgées quand on a des enfants en bas âge, mais pour les produits frais, des courses faites sur la semaine, ça peut entraîner moins de gâchis et moins de charge mentale en gestion. Donc voilà, surtout pour les produits frais, adapter sa fréquence d'achat à ce qui nous convient. Pour la liste de courses, certains sites préconisent aussi de ne pas faire ses courses le ventre vide parce que sinon on a tendance à acheter beaucoup plus que prévu. Attention aussi aux promos, tout ce qui est les 2 plus 1 gratuits, les plus 50%, ça nous fait acheter plus, ça nous fait acheter aussi des produits dont on n'a pas besoin. Et du coup, on se retrouve avec des choses dans nos placards qu'on n'utilise pas et qui restent. Et ensuite qui sont périmés. Et de toute façon, plus on a, plus on consomme. Ça, c'est le principe d'ailleurs des promos. Voilà. Alors après, on a tous un rapport différent aux quantités d'aliments dans son frigo et ses placards. Il y en a qui ont toujours peur de manquer, il y en a qui ont la hantise de trop avoir. Voilà, ça c'est vraiment à voir au niveau de vous. Regardez les dates de conservation pour être sûr de pouvoir les consommer dans les temps. Effectivement, si on n'a que des dates courtes à consommer dans la journée, ça ne va pas être possible de tout cuisiner. En revanche, il y a au niveau maintenant des supermarchés soit des rayons, soit des pastilles date courte qui permettent du coup de limiter le gâchis pour la distribution, mais aussi du coup d'avoir un intérêt économique à cuisiner, à acheter ces produits. Voilà, choisir des formats, des produits les plus adaptés à ma situation familiale, ça c'est surtout valable pour le frais parce que sinon on peut stocker. Respecter la chaîne du froid pour éviter de devoir jeter, ne pas bouder les fruits et légumes différents ou hors calibre, et puis acheter aussi des fruits et légumes bio qui permettent de consommer toutes les épluchures, les fans, les troncs, et puis de gagner du temps aussi en plus. Au niveau de la conservation, veiller à la bonne conservation des aliments, donc mettre rapidement les aliments au frais et emballer ses restes. Alors là, je fais juste un petit focus des contenants en verre par rapport aux contenants plastiques. Vous savez, il y a des perturbateurs endocriniens dans les plastiques qui peuvent prendre la place de nos hormones naturelles et qui peuvent un peu perturber le fonctionnement de notre corps. Donc idéalement, le verre, c'est une matière inerte. En revanche, si vous avez à prioriser, les migrations de molécules vers la nourriture, ça se fait surtout sur des produits en sauce, enfin gras, et avec la chaleur. Donc si vous avez des restes de légumes bruts, pas de souci dans une boîte en plastique. Si jamais c'est un reste de plat en sauce que vous allez faire chauffer par la suite, privilégiez le verre. Ensuite, les charlottes alimentaires ou les beef wraps permettent de limiter soit le papier d'alu, soit le papier cellophane, voilà, pour emballer ces restes. Et puis on peut en trouver de plus en plus. Contrôler les dates, voilà.
Alors ça, du coup, ça demande une certaine charge mentale de vérifier les dates dans le frigo ou dans le placard. Donc parfois, un réapprovisionnement régulier peut permettre d'alléger sa charge mentale. Au niveau des dates, vraiment bien regarder ce qu'il y a écrit dessus, puisque le à consommer jusqu'au, c'est une date limite de consommation qui concerne des denrées qui vont être microbiologiquement périssables. Et là, si on consomme après la date, ça peut entraîner un risque pour la santé, notamment les viandes, des plats cuisinés, des charcuteries, des produits laitiers au lait cru. Et c'est très différent de à consommer de préférence avant ce qui est une date de durabilité minimum, où là, du coup, on peut vraiment consommer le produit après la date. Ça n'a pas beaucoup d'impact, on va voir ça tout à l'heure, et ne pas hésiter à observer et à goûter avant de jeter. Et pour ceux qui veulent encore aller plus loin, pourquoi pas ne faire ses bocaux en mettant en conserve ou en faisant ces conserves lacto-fermentées. Il y a le site Récup et Gamel qui fait un guide pour faire ses bocaux. Au niveau du frigo, voilà, il y a des règles de base pour respecter, pour conserver mieux ces produits. La viande qui se conserve entre 0 et 4 degrés versus des légumes qui préféreront une température plus fraîche. Et ça dépend vraiment des frigos. Il faut regarder sur son frigo. Parfois, la zone la plus froide, elle peut être en haut. Parfois, elle est un peu plus bas. Voilà, je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous avez envie de regarder un peu plus. Pour les dates de durabilité minimum, ne pas hésiter à les dépasser. Et là, vous avez pareil, quelques petites infos sur le site Récup et Gamel. Par exemple, la crème fraîche qui est stérilisée ou UHT, c'est-à-dire en petites briquettes, ça peut se consommer jusqu'à 2 semaines après la date, sans aucun problème. Donc, en tout cas, prière pitié, ne jetez pas les aliments sans même regarder s'ils sont consommables. Voilà. Et là, je parlais des frigos avec des grands enfants. J'imagine même pas ce que ça peut être dans une colocation de jeunes adultes, mais effectivement, quand on commence un produit, et après, comme c'est pas nous qui l'avons ouvert, on va le laisser dans le frigo, puis on va pas oser le manger. Donc ça doit être la gestion des frigos partagés ne va pas être très évidente. Quelques petits conseils aussi pour mieux conserver ces aliments. Alors par exemple les tomates, elles vont mieux conserver leur qualité gustative à l'air libre. En revanche, évidemment, elles vont mieux se conserver au frais comme tout légume. Le zéro végétatif, c'est-à-dire la température à laquelle l'aliment ne va plus bouger, c'est souvent une température fraîche. Et donc si par exemple vous avez acheté beaucoup de tomates, vous gardez une partie au frigo et puis le reste, vous les sortez au fur et à mesure de votre consommation en les laissant quelques jours à l'air libre, histoire qu'elles retrouvent leur bon goût. Dans un endroit frais, sec et sombre, les pommes de terre pour éviter qu'elles ne germent. Dans le bac à légumes, les légumes et des légumes non lavés se conservent mieux. Pour les fans, il ne faut pas hésiter à couper les fans avant de les mettre au frigo. Ne pas forcément mettre les fruits à côté des légumes, puisque les fruits dégagent de l'éthylène qui fait mûrir plus vite. Et puis, congélation si besoin d'avoir un peu plus de temps pour si vous n'avez pas à cuisiner tous vos légumes. Et si vous savez que vous allez les consommer largement plus tard, ne pas hésiter à les blanchir, c'est-à-dire que vous les plongez dans l'eau bouillante quelques minutes, et après vous les mettez dans l'eau froide pour stopper toutes les modifications qui peuvent se passer. C'est le principe des produits surgelés. Au niveau de la préparation, préparer les bonnes quantités pour éviter les restes à la fin du repas, ou au contraire avoir plein de restes, comme ça fait un repas de restes, et moi je trouve ça très pratique. Adopter la cuisine anti-gaspi, et donc là on va en parler un tout petit peu, et puis il y a plein de sites qui existent. Voilà. Quand vous avez acheté vos légumes, n'hésitez pas à choisir les légumes feuilles et les légumes les plus fragiles en premier.
Et ensuite garder les légumes, par exemple racines, qui conservent plus longtemps. Utiliser les fanes. Et alors là, en gros, toutes les fanes peuvent se manger, sauf les fanes de la famille des solanacées, c'est-à-dire les aubergines, les tomates, les rhubarbes, les pommes de terre, les poivrons. Elle peut aussi se consommer crue, et vous pouvez très bien les remplacer et les utiliser comme une herbe aromatique, ou carrément consommer aussi les tiges de vos herbes aromatiques. Voilà, au niveau du repas, demander à vos enfants petite, moyenne ou grande portion, ou même se le demander à soi, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et puis, dans les restaurants, demander les gourmet bags, qui sont obligatoires maintenant depuis le 1er juillet 2021. Et plus on sera de consommateurs à demander, plus les restaurateurs aussi vont être habitués, et ce ne sera plus un souci, ce sera comme aux États-Unis. Tout le monde repart avec son doggy bag sans aucun problème et sans pour autant paraître radin. Voilà. Alors, la cuisine anti-gaspi, des restes zéro déchet. Là, on vous fait en gros le jeu qu'on a fait au cycle 2, c'est-à-dire les CP, C20, CE2. C'était un memory de la cuisine des restes. Il devait associer avec des fans de carottes, par exemple, je peux faire une recette. Alors, là, si vous voulez, on va vous proposer quelques petites utilisations de différents ingrédients. Et puis, d'habitude, on demande aussi ce que font les gens. N'hésitez pas à partager aussi vos idées sur la chaîne YouTube. Alors, avec des fans de carottes, on peut faire un cake aux carottes, une tarte aux carottes, une tarte aux fans de carottes, ou un pesto. Avec du pain rassis, donc là j'imagine que vous avez aussi pas mal d'idées. On peut faire de la chapelure pour après mettre sur nos farcis, des croûtons dans nos salades, du pain perdu sucré, on connaît, salé c'est un peu moins connu, avec des tomates et de l'ail. Et on peut aussi remplacer la farine par du pain mixé, et par exemple faire des gaufres ou des cakes. Avec des légumes abîmés, en gros, on peut faire tout ce que des choses où on verra moins l'aspect un peu abîmé du légume, soupe, purée, tarte. Avec des épluchures, on peut faire de la soupe ou des chips. Avec des fans de radis, un peu comme les fans de carottes, on peut faire de la soupe, des tartes ou de la purée, ou même du pesto. Avec des fans de betterave, là ça donne des jolies couleurs, on peut faire des poêlés, de la soupe ou un smoothie. Avec des restes de lentilles, on peut faire une tartinade comme un houmous ou des galettes. Et très pratique, surtout les légumes secs, comme c'est plutôt long à cuire, ne pas hésiter à en faire beaucoup, et puis vous utilisez ce qui vous reste dans une recette de reste. Avec des fruits abîmés, je peux faire des jus, des crumbles, des compotes. Avec des restes de riz, je peux l'utiliser dans une autre recette, un gratin ou dans une salade. Avec des restes de pois chiches, je peux faire du houmous et des falafels, qui peuvent se faire aussi avec des pois chiches crus, mais du coup c'est plus rapide avec du cuit. Voilà, donc en gros, au lieu de jeter des aliments abîmés, on peut les manger en soupe, en purée, en compote, et on peut manger parfois tout le légume, même ses fans, sa peau, surtout quand ils sont bio. On vous met aussi quelques petites recettes de galettes végétales, surtout ce qui nous paraissait les plus originales. Donc là, vous avez sur le site Cuisine Addict des recettes de galettes des restes du manuel Rest qui est téléchargeable en ligne. Et on vous mettra les liens aussi. Du houmous de légumes secs, parce qu'on parle de houmous de pois chiches, mais on peut remplacer tous les pois chiches par n'importe quel légume sec. Et puis on a fait aussi des vidéos avec des galettes de céréales,
des tartines d'été pour utiliser des lentilles, gratin de légumes et de céréales, et puis des boulettes de légumes en réutilisant un reste de légumes et puis un reste de légumes secs. N'hésitez pas à les regarder sur YouTube. Voilà, quelques sites utiles aussi. L'ADEME fait un livre de recettes zéro déchet qui est assez intéressant. Récup et Gamelle, le site qui propose, vous avez la recette des gaufres et des cakes, et puis le guide pour faire ses bocaux. Papilles estomaquées, on en avait déjà parlé à la conférence précédente, mais en gros, elle explique tout ce qu'on peut faire avec tous les légumes. Donc vous avez comment les conserver, comment les préparer, et puis aussi comment préparer des fans par exemple. Le manuel reste de Horizon Alimentaire, et puis quelques applis et associations. Donc Too Good To Go, ça devient de plus en plus connu, mais vous pouvez récupérer du coup des restes, soit des magasins, soit des restaurateurs, à moindre coût. Hop Hop Food aussi, qui permet de récupérer des restes, et cette fois-ci plutôt à des fins pour des personnes en précarité alimentaire. Et puis la tente des glaneurs, alors là c'est plutôt dans le nord, mais donc ils récupèrent les fruits et légumes à la fin des marchés. Donc, eux, ils ne glanent pas dans les champs mais dans les marchés, et après ils les redistribuent à des personnes en précarité alimentaire. Voilà les grosses conclusions de toute cette conférence, c'est que voilà, on peut agir à notre échelle, et les enfants aussi. Ne pas hésiter à les sensibiliser, les petits comme les plus vieux. L'importance de l'autodiagnostic, et on va en parler juste après, et puis de la valeur accordée aux aliments, c'est ça aussi qui marchera. On vous a parlé des défis enfants tout à l'heure, et comme défi adulte, on vous propose de faire une recette anti-gaspi, de tester une recette que vous n'avez pas l'habitude de faire sur un des sites qui vous conviendra, de tester une appli, ou de peser ses déchets. Et alors là, du coup, on vous propose une méthode pour peser vos déchets avec différents niveaux selon que vous les passez plus ou moins de temps. Avec un niveau débutant où là, juste sur 7 jours, vous allez pouvoir voir ce que vous aviez préparé à manger et que vous allez jeter, sans les peser. Et après, des niveaux confirmés et experts, où là, cette fois-ci, vous allez le faire sur 15 jours, ce qui permet aussi d'avoir un petit peu moins de biais, parce que quand on sait qu'on mesure son propre gâchis, du coup, on fait un peu plus d'efforts. Donc, c'est peut-être plus difficile de faire des efforts sur 14 jours que sur 7 jours. Et puis, du coup, vous allez peser les liquides et les solides. Et donc là, en gros, vous avez un récipient avec un verre mesureur, par exemple, pour votre liquide, et puis un bol, un gros bol dont vous aurez déjà fait la tare au préalable. Et puis, à la fin de chaque repas, vous mettez les restes et vous comptabilisez en fin de journée la quantité que vous avez gaspillé. Et puis après, niveau expert, vous pouvez essayer de regarder ce que vous jetez et vous analyser un petit peu. Vous faites des commentaires. Bon, moi, je jette souvent du pain, voilà. Et c'est assez intéressant de faire cette mesure. Vous pouvez la faire une seule fois et puis après vous vous dites, bon, en fait, c'est pas forcément un sujet pour moi, je gaspille très peu. Ou alors, au contraire, en fait, je pensais pas que je gaspillais. Et souvent, on sous-évalue ces déchets. Et donc, vous pourrez après calculer votre gaspillage en kilos par personne et par an, et puis voir le transformer en euros gaspillés. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à essayer de faire cette pesée pour ensuite essayer de voir les axes d'amélioration ou voir que ce n'est pas un sujet pour vous. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour la prochaine conférence sur la viande, pourquoi en manger moins et comment en manger mieux. Voilà, à bientôt!